Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Muriel Guillain-Modène, avocate associée chez De Gaulle Fleurance, cabinet qui publie avec HEC la nouvelle édition de leur Observatoire des transitions sociétales. On va le détailler. Dans notre Zoom, on va découvrir le challenge Noël solidaire lancé par WeLive et Emmaüs Solidarité, opportunité pour les salariés de s'engager en faveur des sans-abri pendant les fêtes. Et puis, dans notre rubrique qui est consacrée aux startups éco-responsables, je vais vous présenter les solutions d'isolation thermique extérieure de Côte Ing. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. L'invité de ce Smart Impact, c'est Muriel Guillain-Modène. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes avocate associée chez De Gaulle Fleurance. Avec HEC Paris, vous publiez le 5e Observatoire des transitions sociétales. Un petit mot de méthodologie, c'est qui interrogez-vous et quel est peut-être aussi l'objectif de cet observatoire ? Alors, l'objectif de cet observatoire, c'est de faire évidemment un retour année après année des transitions écologiques et sociétales. Les personnes qu'on interroge, c'est évidemment les chefs d'entreprise, les professeurs, les participants à ce mouvement d'ampleur mondiale. Et on réalise un observatoire papier en partenariat avec des professeurs d'HEC. Et puis, on lance une soirée d'inauguration, de lancement de cet observatoire qui s'est déroulée en novembre dernier avec un certain nombre d'invités. On était une centaine et on discute de ces problématiques qui sont au cœur des enjeux économiques, mais aussi politiques actuels. Oui, effectivement, parce que c'est intéressant de voir comment la réglementation pousse, aide, aiguillonne, voilà, on peut employer ces différents termes, les entreprises pour aller plus vite vers ce chemin de transformation environnementale et sociétale. Il y a notamment, on va faire 2 chapitres dans cette interview, le devoir de vigilance d'un côté, l'application de la directive CSRD, le bilan extra-financier de l'autre. Je commence par les contentieux. Il n'y en a pas vraiment eu autour du devoir de vigilance en 2024. Est-ce que ça veut dire que c'est en train de s'éteindre ou pas du tout ? Alors, l'année 2024, c'est une année un peu charnière en matière de jurisprudence sur les questions RSE, responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, parce qu'il y a des constats qui sont un peu paradoxaux. Tout d'abord, comme vous venez de le dire, c'est une année blanche en termes d'introduction de nouvelles actions. Il n'y a eu absolument aucune nouvelle procédure intentée sur le fondement du devoir de vigilance. A contrario, alors on n'est pas vraiment sur le même périmètre, mais au niveau mondial, on relève quand même que les contentieux climatiques ont, eux, continué à croître. Et on relève même, on note une certaine expansion géographique, si je peux m'exprimer ainsi, puisque ça a touché pour la première fois en 2024 l'Asie et l'Amérique latine. Donc, même si les enjeux, les contentieux, devoirs de vigilance sont un peu plus larges que purement climatiques, on a cette dichotomie entre les facteurs. Et après, c'est quand même une année faste en termes de jurisprudence. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une nouvelle procédure lancée, mais en revanche, il y a d'anciennes procédures qui ont abouti. Exactement. Et là, il y a des choses à dire sur la jurisprudence. Exactement. Et là, c'est vraiment une année faste, puisque ce sont les premières décisions favorables aux demandeurs dans les contentieux devoirs de vigilance. Alors, on avait le contentieux La Poste avec une décision du tribunal judiciaire de Paris rendue il y a un an, en décembre 2023, qui est la première décision sur le fond qui donne raison aux demandeurs contre La Poste et qui enjoint à La Poste de revoir son plan de vigilance. Et après, il y a 3 arrêts qui ont été rendus par la chambre dédiée de la Cour d'appel de Paris en juin dernier et qui posent les jalons des conditions d'accès aux devoirs, aux contentieux devoirs de vigilance et qui aboutissent à une simplification. Donc ça veut dire qu'il va y avoir plus de contentieux, on peut l'imaginer. Ça veut dire potentiellement que ça peut
donner lieu à un regain des actions dans les années à venir. D'ailleurs, s'il y a une chambre dédiée à la Cour d'appel de Paris, c'est pas un hasard. Alors 2024, ça a été aussi une année charnière en matière de procédure parce qu'il y a eu en janvier l'annonce de la Cour d'appel qui créait sa chambre dédiée sur les enjeux liés à la RSE, devoir de vigilance, CSRD à l'avenir, etc. Et puis ensuite, il y a eu la chambre dédiée du tribunal judiciaire. Mais alors pour les entreprises, quelles leçons, quels enseignements elles peuvent tirer de ces décisions quand elles revoient ou rédigent leur charte, leur devoir de vigilance? Alors, les 3 décisions de la Cour d'appel, c'est des décisions qui ont tranché des questions purement procédurales, de recevabilité d'action. Donc, on n'en tire pas, d'un point de vue pratique, vraiment des enseignements. En revanche, la décision de la Poste, elle est essentielle. Parce que le devoir de vigilance en France, c'est 2 articles du Code civil, alors, qui énumèrent les 5 mesures du devoir de vigilance, mais qui les détaille absolument pas. Il y avait un décret d'application qui était prévu, qui n'a jamais vu le jour. Donc, autant vous dire que la décision de la Poste, avec les indications qu'elle fournit, elle était vraiment bien. Elle donne les détails qu'on attendait, quoi. C'est ça, je comprends. Et si on résume, alors on ne va pas rentrer dans le détail de cette décision qui fait des dizaines et des dizaines de pages. Mais sur 2 ou 3 principes, voilà. 3 axes majeurs qui ont été mis en lumière par les juges. C'est premièrement l'importance de la cartographie des risques dans le plan de vigilance. C'est vraiment le socle de ce dispositif de devoir de vigilance. C'est ensuite le deuxième point vraiment majeur, c'est le périmètre de ce devoir de vigilance. C'est-à-dire que le devoir de vigilance pour une société, il ne se limite pas à sa société, uniquement la société. Bien évidemment, il concerne les filiales de cette société, mais également les prestataires, les fournisseurs, les sous-traitants. Ça veut dire concrètement que si vous êtes une entreprise du textile en France, mais qui fabrique en Asie, au Bangladesh ou ailleurs, en Asie ou ailleurs, eh bien, le sous-traitant, votre fournisseur qui va se trouver au Bangladesh, les conditions dans lesquelles il exerce, ça a une incidence. Mais c'est intéressant parce que on va parler de la CSRD, du bilan extra-financier. Il y a un peu la même logique, c'est-à-dire que l'Europe est en train, et là en l'occurrence la France, finalement d'imposer par capillarité un certain nombre de mesures, de décisions, peut-être mieux disantes. C'est un peu, j'essaye de ne pas être ethnocentré en disant ça ou donneur de leçons, mais il y a quand même cette logique-là qui est en train de s'imposer. Si on prend le bilan extra-financier, justement, qui est rentré en vigueur au début de cette année 2024, qui va s'appliquer petit à petit jusqu'au PME coté, on parle beaucoup de double matérialité. Est-ce que vous voulez bien nous réexpliquer de quoi il s'agit ? Alors, la double matérialité, c'est vraiment le cœur de ce dispositif CSRD. Et ça exige des entreprises qu'elles reportent sur les impacts que les facteurs de durabilité vont avoir sur leur situation financière. C'est la matérialité financière. Ça veut dire, par exemple, que le changement climatique, on va analyser ce que ça va pouvoir avoir comme incidence ou comme opportunité, puisqu'on parle d'impact, de risque et d'opportunité. Donc, c'est du négatif, mais c'est aussi du positif sur votre exploitation. Ça va être typiquement, je prends l'exemple d'une société qui fabrique des téléphones portables. Et pour ce faire, elle va devoir extraire un certain nombre de minerais. Et elle va aussi devoir puiser et rejeter, c'est un circuit, de l'eau pour réchauffer, pour refroidir les machines, etc. Évidemment, l'impact sur l'environnement va être extrêmement important. Une société qui est développeur de panneaux photovoltaïques, le changement climatique, ça va pouvoir présenter des opportunités parce qu'évidemment, elle va pouvoir installer des panneaux photovoltaïques dans des zones qui étaient totalement inimaginables, par exemple, il y a 10 ans. Et le deuxième volet de ce concept de double matérialité, c'est la matérialité d'impact, c'est-à-dire l'impact, l'incidence ou l'opportunité que vous, société,
vous allez avoir sur votre environnement, alors environnement, mais aussi du point de vue social, sur le monde et la société dans son ensemble. Et alors, je redis ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire elle a déjà des répercussions à l'échelle mondiale, cette directive européenne ? Alors oui, elle a des répercussions au niveau mondial parce que elle va... la démonstration que vous faisiez tout à l'heure, c'est-à-dire la chaîne de valeur est concernée, quoi. On raisonne en chaîne de valeur, donc évidemment, elle ne va pas être limitée aux sociétés qui sont intra-Europe, mais à leurs partenaires, etc., à travers le monde. Et puis, elle va concerner également des entreprises qui ont des activités en Europe, mais qui ne sont pas forcément des entreprises européennes. C'est vrai. Et là, on est en plein en train de découvrir pour certains ce pavé de 800 pages, etc. Il y a quoi ? Il y a beaucoup d'inquiétudes, ça on l'a déjà dit avec plusieurs interlocuteurs sur ce plateau, mais aussi ce sentiment qu'il y a aussi une opportunité. Comment vous le ressentez, vous, chez vos interlocuteurs ? Alors, je pense que tout le monde s'interroge. La grosse question du moment, c'est la RSE. Est-ce que c'est sa mort dans les années à venir ou pas ? Je pense qu'il y a quand même un cadre économique et un cadre réglementaire qui a été adopté, notamment en 2024, avec effectivement la première année de mise en œuvre de la CSRD, l'adoption de la CS3D sur le devoir de vigilance européen. Il y a des inquiétudes, puisque si on fait le bilan de cette année écoulée et des perspectives 2025, on ne peut pas mettre de côté les différentes annonces de nos représentants politiques, avec Michel Barnier qui a demandé un moratoire pour la CSRD. Même au niveau européen. Au niveau européen, le chancelier allemand qui essaye d'aller dans le sens d'une mise en œuvre minimaliste de la CS3D. Donald Trump, le grand retour à la présidence qui peut effectivement faire craindre. Donc évidemment, ça a des impacts sur les décisions au niveau politique et les perspectives. Moi, je pense oui, pour terminer, je pense que le cadre réglementaire, il est adopté. Oui. Bon nombre d'entreprises ont quand même d'ores et déjà pris le virage de la RSE, de la CSRD, du devoir de vigilance. Donc, s'il y a des adaptations qui vont forcément arriver, je pense qu'on ne va pas complètement détricoter ce qui a été ce grand mouvement qui... Espérons-le. Merci beaucoup. Merci, et à bientôt sur Be-Smart for Change. On passe à notre Zoom, à un Noël solidaire proposé par WeLive et Emmaüs Solidarité. Le challenge Noël solidaire au programme de notre Zoom avec Olivier Ouivette. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de WeLive. Vous êtes venu il y a peu de temps, mais présentez-nous WeLive en quelques mots. Alors, en quelques mots, WeLive, c'est votre fabrique à champions. Donc, on met à disposition des entreprises une plateforme. Et l'idée, c'est de permettre aux dirigeants de faire passer leurs collaborateurs d'un statut de collaborateur basique à un statut de champion en interne. Et autour de ça, on a créé des univers. Donc il y a différents univers, le learning pour faire la formation, le welcome autour de l'onboarding, le sales pour les ventes. Et il y a un univers impact, justement, qui permet de faire monter les collaborateurs en compétences autour des sujets RSE et d'en faire des champions de l'engagement en interne. Et avec une logique de ludique, de gamification. Exactement. C'est une plateforme applicative qui propose des challenges connectés. C'est pour ça qu'on parle de champions, c'est qu'on challenge les équipes avec des objectifs concrets. Et par le jeu, on les fait monter en compétences et on augmente la performance globale. Et donc là, depuis le début du mois, du 1er décembre, vous proposez un challenge Noël solidaire. De quoi il s'agit ? Voilà, c'est dans l'univers impact, ce que je disais, on le fait depuis 3 ans maintenant, en partenariat avec Emmaüs Solidarité. Et l'objectif, c'est donc de permettre à des entreprises qui veulent engager leurs collaborateurs dans le cadre des fêtes de fin d'année, au-delà du foie gras, du champagne et des Secret Santa, qu'on a fait chez nous hier, très sympa d'ailleurs, c'est de dire, moi, mon but, c'est aussi que mes collaborateurs se bougent pour une cause. Donc ça fait 3 ans qu'on le fait. On a une 40aine d'entreprises cette année qui participent. Et l'idée, c'est sur l'application, on propose un calendrier de la vente digitale. Donc il y a des défis photos. Donc tous les jours un défi. Tous les jours un défi. Un défi photo un jour, un quiz le lendemain, un sondage, un défi d'équipe. Et à certains moments, des défis solidaires. Ça va être participe à une maraude, partage-nous ce que c'est que pour toi l'engagement, est-ce que tu t'es déjà engagé dans une asso, etc. Ça permet de remonter de l'info, de les faire aussi se déplacer
Et l'idée, c'est que derrière ça, en fait, une partie des fonds soit reversée aux équipes d'Emmaüs Solidarité. En 2022, on était allé rencontrer Lotfi Wanezar, qui est le directeur général. On avait fait une maraude nous en direct. Et c'est quelque chose qui marche très bien et les collaborateurs sont hyper motivés. Ouais. Et donc, c'est un challenge donc, entre différentes entreprises, si je comprends bien. C'est pas au sein uniquement entre les salariés d'une même boîte. En fait, c'est un challenge où les entreprises participent toutes au même challenge en même temps. Ouais. Et les collabs se challengent entre eux en interne, mais aussi tous ensemble. Donc ça permet d'un côté pour les boîtes de faire quelque chose auprès de leurs équipes et nous de faire une action globale qui a un énorme impact. Ouais. Emmaüs Solidarité, ça a été un choix évident? Oui, parce que à Noël, on pense évidemment solidaire, on pense voilà, au froid, aux personnes qui n'ont pas le temps d'être en famille, qui n'ont pas l'opportunité, qui n'ont pas de famille. Et c'est vrai qu'Emmaüs Solidarité, il y a vraiment ce côté cohésif, donner de la chaleur aux gens, et donc c'est hyper cohérent avec ce qu'on propose nous avec notre application, donc ouais, et en plus de ça, les équipes sont top, donc évidemment... Les équipes sont top, et elles doivent faire face quand même à un scandale qui est le scandale de l'abbé Pierre. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes posé la question? Non. Enfin, la cause est plus forte que le scandale? Non, on se l'est posé, c'est comme tout, mais en fait il y a un moment où il faut remettre les choses dans une logique chronologique. On va pas dire parce que l'abbé Pierre a été l'image de Emmaüs, Emmaüs est pourri de l'intérieur. Pour moi ça n'a pas de sens. C'est comme dire je vais pas bosser avec une boîte genre Total Energy parce que ils vendent du gaz ou du pétrole. En fait non, si on peut avoir un impact dans un écosystème, on y va. Et Emmaüs c'est des gens top, donc oui l'abbé Pierre il y a eu un scandale. Il change de nom, il change d'image, ce qu'on veut, mais non, le fond reste le même. Ouais. Vous espérez, alors peut-être vous avez le souvenir, le bilan de ce qui s'est passé les années précédentes, mais ça peut être combien d'argent récolté pour une association comme Emmaüs Solidarité? Alors, on ne parle pas d'argent, on parle de ce que ça représente. Donc on distribue, l'année dernière, par exemple, on a distribué à peu près 400 kits solidaires. Kit solidaire, c'est-à-dire une box avec, c'est eux qui font les aménagements, mais ça peut être un manteau, des petites friandises, ça peut être voilà, des choses confortables pour des gens qui n'ont pas l'opportunité d'être dans le confort. Donc voilà, l'idée c'est de faire mieux cette année, c'est de distribuer des centaines de kits solidaires et surtout c'est de permettre d'avoir un impact concret et tangible. Ouais. Vous parliez de contenu, alors contenu pédagogique par exemple, si on rentre un peu dans le détail, qu'est-ce qu'il y a comme contenu pédagogique proposé dans le cadre de ce challenge Noël solidaire? En fait, le côté pédagogique, si on monte d'un étage, c'est de dire, par le jeu, on va faire passer des messages concrets. Quand j'étais venu en octobre, on parlait du cancer du sein, et on avait parlé du fait de permettre aux collaborateurs d'apprendre sur des sujets sérieux, de manière légère. Là, c'est pareil. Parfois, on va proposer du contenu sur comment faire une belle bûche de Noël, ou ce que c'est qu'un vrai pull moche de Noël. Et parfois, on va proposer du contenu pour expliquer ce que c'est qu'Emmaüs Solidarité, qu'est-ce qu'une maraude, comment on fait pour s'engager facilement en tant que collaborateur, en tant qu'humain. Donc, c'est d'amener des contenus faciles à lire ou à consulter en vidéo et de faire en sorte que les gens les regardent surtout. Ouais. Il y a des défis créatifs, donc j'imagine, si on dit créatif, tout est possible. Il y a quelques réalisations un peu dingues cette année ou les années précédentes. Si j'avais pu projeter quelques éléments, mais les gens, j'aurais dû leur demander leur avis oui, avant c'était déjà. Trop compliqué. C'était un peu compliqué, mais il y a des trucs canons. C'est-à-dire qu'il y a des sapins de Noël absolument ahurissants, il y a des gens qui jouent le jeu à fond, et on a, nous, des belles pépites. Et ce qui est sympa, c'est que comme c'est des contenus qui sont propriété des boîtes, à la fin, on leur fait des after-movies, et on sait que ça cartonne, ils partagent ça sur LinkedIn, sur leur réseau, et ça fait des souvenirs. Une quarantaine d'entreprises participantes, c'est ce que vous nous avez dit. Quel retour vous avez des salariés? Pourquoi elles viennent et qu'est-ce que ça apporte en termes de RH, de politique interne? Je pense que les gens ont envie de s'engager de plus en plus. Moi, c'est mon sentiment, puisque c'est une partie de notre métier. Et le côté ludique, le côté fun, le côté on vous martèle pas, plaît beaucoup. Donc ce qu'on sait, c'est qu'il y a des très bons taux de participation, que ça permet de toucher des gens qui sont pas tous au même endroit, parce que nos clients, c'est plutôt des grosses boîtes. Et ils ont des bureaux un peu partout en France. C'est difficile de réunir tout le monde. Et là, on peut réunir tout le monde en les gardant à distance, facilement. Et c'est vrai que derrière, en fait, ça fait des souvenirs et ça crée du lien. Et ça, on sait que c'est quelque chose de très positif. Ouais. Et c'est intégré à leur politique RSE, à leur bilan RSE. On parle beaucoup de bilan extra-financier depuis quelques mois. C'est aussi une dimension importante pour vous? Bien sûr. Tout n'est pas que bienveillance et bonheur. Il y a une partie aussi KPIs, comme on appelle ça. Sûr. Et c'est vrai que WeLife permet de cocher cette case, que ce soit sur Octobre Rose, Noël, la semaine du handicap, le développement durable. On a, nous, plus de 200 thématiques de challenge clé en main
autour de sujets RSE notamment, et ça rentre dans des politiques pour être Great Place to Work, les normes ISO, EcoVadis, etc. Donc clairement, c'est aussi un atout pour les RH pour obtenir ces labels. Je voudrais revenir, alors là, je sors du challenge Noël solidaire, mais plus sur le principe de la gamification. Où est-ce que vous mettez le curseur? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous nous dites qu'il y a des contenus qui sont à la fois très légers, sympas, marrants pour faire rigoler, et puis on balance du contenu plus informatif, plus sérieux. Comment vous placez le curseur? C'est pour ça qu'on a créé ces univers en fait. On a un univers qui s'appelle Fun par exemple, et là ça va être toujours le même format, des challenges dans le cadre des séminaires, d'anniversaires. Donc là on est sur des choses très fun. Cette année on a fait les 100 ans de Total Energy, les 50 ans d'Agro Mousquetaire. Et là ils mixent vraiment du très ludique. Il y a des challenges sportifs, des défis collectifs, et il y a aussi les 10 commandements de la boîte, il y a aussi des quiz sur l'histoire du groupe. Donc là on est sur quelque chose d'assez modéré en termes de formation, de ROI. Mais dans notre univers learning, par exemple, on a des challenges autour de l'intelligence artificielle. Comment utiliser l'IA au quotidien, des sujets sur la cybersécurité, sur la compliance. Et là, on est sur le niveau de granularité les plus élevés. C'est technique, c'est des contenus que l'entreprise va personnaliser. Oui, et derrière, je vais vous demander. Exactement. C'est l'entreprise qui garde la main sur le contenu en question, j'imagine. On propose, nous, cette base de données avec, par exemple, sur l'IA, on a un challenge clé en main sur vulgariser l'utilisation de l'IA pour vos équipes. Mais ça vaut aussi bien pour une boîte dans la finance, dans la tech, dans le luxe. Et derrière, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent la base existante, ils l'amendent avec leur propre contenu. Et là, derrière, il y a beaucoup de données pour dire, effectivement, ma formation, elle a eu de l'impact, mes ventes ont augmenté, mes collaborateurs sont plus vite onboardés, donc ça dépend de l'univers dans lequel on se trouve. Dernière question sur le mécénat d'entreprise, c'est en moyenne plus de entre 40 et 45% des dons chaque année en France. Je suis sûr qu'on poserait la question dans la rue, on n'aurait pas des résultats comme celle-là. Les Français, je pense, n'imaginent pas à quel point les entreprises y participent. Bon, c'est une partie de votre job. Il faudrait quoi? Plus le médiatiser, ça permettrait de changer l'image des entreprises dans ce pays? C'est vrai que ce qu'on constate, nous, c'est que souvent, les entreprises ont des budgets pour les dons qui sont importants. Et on ne s'en rend pas compte. Nous, on est une société, les entreprises nous payent pour utiliser notre solution. Souvent, les montants de dons qu'ils font en parallèle sont plus élevés que ce qu'ils vont nous payer. Il y a ce sujet aussi de défiscalisation. Mais globalement, c'est vrai que je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point les boîtes financent les ONG, les assos. Et nous, on est un moyen d'accompagner cela. Mais je pense qu'effectivement, la médiatisation de ça, faire parler les directions RSE qui sont quand même souvent mises au placard dans les boîtes, on ne va pas se mentir. Elles ont peu de budget, sauf quand il faut faire des dons, et elles ont peu de temps de parole. Ici, vous le faites bien, Thomas d'ailleurs, je vous félicite. C'est l'angle de notre émission. C'est pour ça, mais ce n'est pas le quotidien au niveau des médias. Donc je pense que donner la parole aux directions RSE pour qu'elles s'expriment, c'est important. Donner la parole aux ONG pour qu'elles remercient aussi leurs mécènes B2B. Mais effectivement, c'est des montants élevés, et ça permet à des grosses ONG de vivre et de se développer. Merci beaucoup et à bientôt sur Bismart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite. Smart Ideas avec Pauline Bellec, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Quote Inc, créée en juillet 2023 avec Robert Yann Van Santen. C'était quoi l'idée de départ? Racontez-moi. Alors l'idée de départ, elle a commencé sur un fait. On s'est rendu compte que dans les procédés d'isolation par l'extérieur, il n'y avait pas de solution qui était à la fois économique et écologique, et des solutions qui étaient du coup soit écologiques mais pas économiques, et économiques mais pas écologiques. Donc on s'est posé une question sur comment est-ce qu'on pouvait proposer une solution nouvelle qui pouvait intégrer à la fois un procédé écologique, économique, mais aussi qui soit rapide d'installation, parce qu'on le sait, il y a un besoin de venir rénover les passoires thermiques en France et en Europe qui est très important. En France, c'est à peu près 4,5 millions de passoires thermiques donc classées en F et G. Ouais. Donc on a réfléchi sur un système qu'on pouvait développer. Et donc on a décidé de faire un système qui soit très léger à mettre en place, avec une ossature en aluminium qu'on a développée nous-mêmes et qu'on a breveté, un isolant qui est du liège expansé en vrac, et une façade qui est souple et imprimable, qui sont des façades en toile micro-perforées, et où on peut donner une diversité comme ça d'apparence sur la façade des bâtiments. Que l'alternative, c'est quoi? Si on prend ce qui est économique et pas écologique, par exemple Par exemple, on a des panneaux de polystyrène qu'on vient poser en façade, et ensuite on vient mettre un enduit dessus. Ou alors maintenant, on a des nouveaux systèmes qui se développent en hors-site, avec de temps en temps des procédés un peu avec des matériaux biosourcés. Mais le problème des matériaux biosourcés qu'on utilise dans l'isolation, c'est qu'ils ne sont pas résistants à l'humidité. Donc il faut mettre des pare-vapeur, des pare-pluie. Donc
tout un tas d'éléments à rajouter en plus et qui mettent du temps en installation. Et nous, on a un système avec notre isolant qui est du liège expansé en vrac, donc qui vient de l'écorce des chênes lièges. C'est un isolant qui est imputrescible, donc c'est-à-dire qu'il ne va pas pourrir avec l'humidité. Et donc, il peut être en contact directement avec l'extérieur. Et notre toile, en fait, qui est micro-perforée, permet à la façade aussi d'être respirante et donc de venir intégrer un système qui marche très bien sur l'isolation des façades. J'imagine qu'il y a pas mal d'innovations, peut-être un brevet derrière tout ça. On a déposé un brevet, du coup, il y a 1 an et demi, qui a été déjà validé. Et on a fait beaucoup d'essais aussi en interne pour développer le projet, parce que du coup, les 3 matériaux qu'on utilise, l'aluminium, la toile et le liège, ils existent déjà, ils sont déjà certifiés. Et nous, on est venu en fait assembler le système de manière innovante. On a fait plusieurs essais et on a pu démontrer du coup qu'il y avait un vrai confort intérieur, mais aussi un confort extérieur qui est donné, autant en été qu'en hiver pour l'isolation des bâtiments. Et on s'est rendu compte il n'y a pas longtemps, en faisant des essais acoustiques, qu'on venait aussi en fait rendre les rues beaucoup plus calmes. Parce que les rues, parce que moi je me plaçais à l'intérieur des maisons, beaucoup plus calme, mais aussi dans les rues, parce que du coup la façade, comme elle est micro-perforée, le bruit va passer au travers. Et ensuite, il va être complètement absorbé en fait, par les 200 mm de liège qu'on donne en isolation. Comme un capteur de bruit. Un capteur de bruit, donc ça vient absorber dans les essais qu'on a fait 90% des bruits extérieurs, là où le béton réfléchit 90% des bruits. Mais donc, vous vous y attendiez à ça ou c'est une bonne surprise? Alors on s'y attendait un peu, mais ça a quand même été une bonne surprise. Je pense qu'on ne s'attendait pas à ce que ça absorbe autant. Et donc on imagine maintenant des rues entières faites avec notre procédé coating. Une voiture passe et on n'entend plus rien. Donc c'est un petit peu l'idée qu'on a avec le système. Et le fait que la toile aussi puisse être imprimable, on peut créer un vrai esthétisme différent d'une maison à un autre ou d'un bâtiment à un autre pour le procédé. On l'a vu, Coating, c'est une jeune entreprise, juillet 2023. Vous en êtes où? Vous en êtes au stade de la commercialisation? Pas encore? Alors pas encore, mais on espère y arriver bientôt. Donc là, on a fait des premiers prototypes cet été et on a une inauguration d'ailleurs d'un de nos prototypes en janvier. Et on a des gros démonstrateurs qui arrivent. On est aujourd'hui en partenariat avec une école, aussi une université qui est l'école spéciale des travaux publics, avec qui on va réaliser un premier prototype au sein du campus, mais aussi un autre prototype au sein d'un autre campus universitaire là basé en Suède. Et on a des démonstrateurs aussi qui vont arriver, notamment dans la région Hauts-de-France. Ouais, vous nous avez parlé de ce parc immobilier français, mais même mondial, qui est globalement mal isolé. C'est à la fois un gâchis économique et écologique? Oui. C'est assez marquant quand on voit toutes les passoires thermiques qu'il y a aujourd'hui en France, mais la réalité c'est en Europe aussi, c'est extrêmement important, notamment de tous les pays qui sont au nord de l'Europe et à l'est, où il y a vraiment un besoin en fait de venir rénover ces bâtiments, où ils ont été plutôt mal construits entre les années 50 et les années 80. Donc il y a un vrai gâchis économique là-dedans parce qu'il y a énormément de déperditions d'énergie qui se font. Le prix de l'énergie a beaucoup augmenté dernièrement, donc il y a un vrai besoin de venir les rénover. Et la réalité de la crise écologique dans laquelle on est demande à ce qu'il y ait un gain d'énergie qui soit fait pour ces maisons-là aussi. Merci beaucoup Pauline Bellec. Merci. Bon vent à Coating et à bientôt sur Be Smart for Change. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vais vous demander de rester en place quelques secondes, sinon vous allez passer devant ma caméra. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.